Bonsoir à tous, bienvenue sur Equinox ce soir, 24 heures après la publication de la liste des 9 prétendants pour un siège à Itoudi. L'opposition camerounaise tarde toujours à trouver le principal challenger à Paul Biya qui lui souhaite remplir pour la 7e fois consécutive. Si Maurice Kamto a annoncé pour le lendemain du 8 août le dévoilement de la liste des formations politiques devant faire partie de sa coalition, d'autres en sont encore à envisager la mutualisation des scénarios visant à la mutualisation des forces de l'opposition en vue de sortir du chapeau l'oiseau rare. Présidentielle 2018, quelle coalition face à Biya? C'est le fait du jour. Voilà, bienvenue une fois de plus sur le plateau d'Equinox Soir. Pour en parler, présidentielle 2018, quelle coalition face à Biya? Le fait du jour, pour en parler, madame, monsieur, je suis avec Jean-Blaise Gouette. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du mouvement patriotique pour le changement au Cameroun. MPCC. Et candidat recalé par le conseil électoral. Tout à fait. Voilà. À côté de vous, Abel Elimbi-Lobert, bonsoir. Bonsoir. D'être conseiller municipal de la 5e. Oui. Et analyste politique, stratège de l'opposition, ou une coalition, on peut vous appeler comme ça. J'ai consacré votre vie beaucoup de temps, il y a bientôt 2 ans, à faire ce que je peux pour que mes pairs de l'opposition envisagent très sérieusement l'idée que nous ne devons pas perdre cette élection présidentielle qui est la 16e organisée dans le pays et qui vient après 15 échecs successifs depuis 1992. C'était donc pour moi un grand effort qu'il faut faire absolument parce que l'observation des élections passées, notamment celle de 2011, les élections législatives et municipales, celle de 2013, a achevé de me convaincre que nous ne perdons pas les élections parce que nous sommes mauvais. Parce que vous n'êtes pas organisé. Nous le RDPC qui les gagne, ne les gagne pas parce qu'il a un bon bilan économique et social, politique, etc. Oui, Abel, mais on en nous parle. Perdons les élections parce que vous n'êtes pas organisé. Nous sommes trop dispersés. Justement. Il y a trop de candidats, etc., etc. Voilà, on en parle tout au long de cette émission. Sur ce plateau également, Guy Hervé Fongan, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain, bonsoir aux téléspectateurs qui prennent du plaisir à regarder cette émission citoyenne qui nous permet tous les soirs d'avoir un débat républicain. Je suis très heureux de retrouver Elimbi, vice-président de l'UDC. Ça fait plaisir et je suis convaincu qu'on aura un débat républicain qui va davantage édifier ceux qui regardent cette très belle émission. Guy Hervé Fongan, vous êtes journaliste. C'est bien cela. À côté de vous, Cyril Sambaka, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous les panélistes. Vous êtes vice-président de l'Union démocratique du Cameroun. L'UDC, c'est ça. Que s'est-il passé à Yaoundé hier? Je sors d'un périple, comme on peut le dire. En fait, ce qui s'est passé à Yaoundé, c'est que j'ai répondu favorablement à une invitation de la chaîne nationale pour une des premières émissions sur les présidentielles. Et nous étions convoqués 4 panélistes. Je dois dire que moi, je suis parti de Douala. Je suis arrivé à Yaoundé et j'étais à la CRTV le premier. Donc je suis arrivé le premier, j'avais peur des embouteillages et autres. Donc je suis arrivé, j'ai eu à recevoir donc le ministre Gargaman, j'ai eu à recevoir le ministre Famendongo et j'ai eu à recevoir le maire de Boya qui est arrivé le dernier. Nous sommes passés à la salle de maquillage. Nous sommes sortis, je crois, moi et puis le maire de Boya, nous étions les 2 premiers à être maquillés. Et nous nous sommes retrouvés donc sur le plateau avec le journaliste.
Et nous avons commencé à attendre. J'ai constaté que l'heure du début avait sonné, mais que les gens étaient dans des tractations. On venait de temps en temps. C'est-à-dire que les gens venaient, je suppose que ce sont les employés de la CIRTV, qui venaient dire des choses à l'oreille du présentateur. Et ils repartaient, ils revenaient. Jusqu'au moment où ce monsieur est venu me parler à l'oreille et me dire que la directrice des programmes ou des informations voulait me voir pour une concertation. Je suis donc sorti, je me suis levé du plateau, je suis allé la voir dans les couloirs et elle m'a dit non, c'est le directeur général qui veut me rencontrer. Il doit être au 10e ou au 11e étage. Nous sommes allés là-bas et elle m'a laissé avec le directeur général. Le directeur général, c'est quelqu'un que je connais. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Nous avons eu à faire des émissions par le passé, quand il n'était pas encore le directeur général. Et on a reparlé un peu de cela. Et je lui ai rappelé, ah tiens, nous sommes en retard avec l'émission. Moi, je vous connais très professionnel. Pourquoi il y a ce retard? Moi, il faut que je descende. C'est à ce moment qu'il m'a dit, ben voilà, je crois que dans ce panel, je me devais de te sacrifier parce que je sais que tu es compréhensif. Et le panel va saturer, c'est-à-dire que l'émission va saturer. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, ce n'est pas ma profession, mais je n'ai pas trouvé une autre explication qu'un problème politique. Parce qu'en réalité, je me retrouvais dans ce panel avec essentiellement des gens du pouvoir. Donc moi, ça ne me gêne pas du tout, parce que quand... Madame Manadi, c'est le pouvoir? Évidemment, évidemment. Je pense que vous le savez. Je pense que vous le savez. Donc, pour moi, c'était une bonne occasion pour que j'ai 3 personnes devant moi qui ne pensent pas comme l'opposition et avec qui je pouvais échanger. Malheureusement, s'il y avait quelqu'un à sacrifier, ce ne serait pas moi. Dans tous les cas, et je ne vois pas pourquoi on sacrifierait. Vous savez, vous êtes journaliste, vous savez que quand vous préparez une émission, vous prenez du temps et vous l'organisez. Et 72 heures avant, j'avais déjà donné mon accord, je suppose que les autres l'avaient aussi fait. Donc voilà comment ça s'est passé, et quand le directeur général me l'a dit, j'ai pris seulement la peine de lui rappeler que ce n'est pas un problème professionnel, c'est un problème politique. Bon, donc je suis parti. 24 heures après, est-ce que vous comprenez les réelles motivations qui ont amené la direction à vous mettre... Je réfléchis. Vous saturez. Je réfléchis pourquoi. Parce que nous devions être 4 sur le panel, n'est-ce pas? Et nous nous sommes retrouvés 2. L'heure est passée. Les 2 autres n'ont pas rejoint. Votre présence sur le plateau gênait, il ne voulait pas être avec vous? Ça, je ne peux pas être... Nous échangé des convivialités dans la salle d'attente. Nous avons pris du thé ensemble. Donc, à ce niveau, il n'y avait aucun problème. Le problème s'est posé qu'après le maquillage, ils ne sont pas venus sur le plateau. Les 2, c'est-à-dire le ministre Famé Ndongo et le ministre Garga, ne sont pas venus sur le plateau. Et pendant que j'étais dans le bureau du directeur général, l'émission a démarré. Là, ils étaient sur le plateau. Et le maire de Buea n'était plus sur le plateau. Donc, moi, je me suis posé la question de savoir... Mais c'est un maire RDPC. Oui, mais c'est pour cette raison que j'ai dit, lui, on pouvait le sacrifier et me laisser sur le plateau, parce que c'est moi qui devais apporter la contradiction. Une contradiction vraie, parce qu'il y a aussi des contradictions qui sont fausses. Donc, voilà, je n'ai pas été... c'est comme ça qu'on m'a conduit. Et je suis parti parce que je suis un homme qui respecte un certain nombre de choses, et je savais que fondamentalement, le problème n'était pas le problème des journalistes, parce que les journalistes ont fait leur casting, ils ont estimé que c'était un bon plateau, probablement le directeur général a donné son OK, ils ont publié, ils ont passé en boucle, et à 20h30 au journal, ils ont annoncé les panélistes. Donc pour moi, il n'y a pas un problème à ces niveaux. Le problème devient politique parce que les 2 hommes qui se sont retrouvés au maquillage avec nous, c'est-à-dire les 2 ministres là, ils ont refusé de venir au plateau parce qu'on a traîné sur le plateau. Ils n'arrivaient pas et on ne faisait que parler
au présentateur. Donc je suppose que le présentateur était dépassé parce que c'est son émission, c'est lui qui ressent son émission. Alors venir le bousiller son émission comme ça, ça devait lui poser quelques problèmes. Donc, et le directeur, donc je lui ai dit, ok, je ne fais pas je fais rien, vous m'avez sorti du plateau parce que ça sature, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, vous n'auriez pas dû me faire partir de Douala pour venir me dire après le maquillage et sur le plateau que ça va saturer. Donc il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je peux vous garantir que le fait que je n'ai pas retrouvé les 2 hommes dont j'ai parlé sur le plateau et que pendant que j'étais chez le directeur, ils ont occupé ce plateau et l'émission a démarré. Donc ça veut dire, en d'autres termes, qu'ils attendaient qu'on me lève du plateau pour qu'ils s'y installent. Voilà ce qui s'est passé. Abel Biloué, vous y voyez aussi un problème politique? Je suis outré, extrêmement outré par cette histoire que le président Sambaka raconte et qui est le fait d'un service public dans une période électorale. Ça augure d'une couverture médiatique de ces élections qui pourrait ne pas être une bonne couverture de la part de la CRTV qui est mise en cause. Je pense qu'il faut que M. Famendongo, qui est mis en cause ici, pardon, pas M. Famendongo, M. Charles Ndongo, le directeur général de la CRTV, présente ses excuses à M. Sambaka. Parce que ne pas le faire, c'est nous prévenir de façon insidieuse. Est-ce qu'il ne l'a pas fait hier, Cyril Sambaka? Oui, en fait, il m'a présenté ses excuses. Voilà. Il m'a dit qu'il a été obligé de me sacrifier parce que, bon, on se connaît, il estime que je peux supporter. Oui. Donc, voilà. Ben, si je peux me permettre une chose, oui, c'est de dire que je suis retourné à mon hôtel pour voir l'émission. Et c'est quand j'ai vu ce que le ministre Garga a fait à cette journaliste, qui s'est assise là où moi j'étais. Donc il y avait 4 sièges. Ils ont occupé les 2 sièges, donc il y avait un siège que j'occupais. La dame s'est assise à ce siège pour faire son papier. Et ce monsieur, il nous a prouvé par son geste que s'il est président demain, il va nous mettre tous dehors. Parce qu'on ne peut pas venir dicter. Ben, il y a un peu d'humilité que les hommes doivent avoir. Vous ne pouvez pas gâter le plateau de quelqu'un en imposant qu'un opposant sorte du plateau pour que vous vous y installez. Et quand bien même un journaliste qui doit faire son métier s'y installe, vous chassez de façon... Je pense que les gens qui ont vu cela ont été choqués comme moi. Okay. Je termine en disant que oui, il nous faut des excuses et même s'il y avait ces excuses, nous prenons acte de ce que il y a un grand manque de considération pour cette chaîne à l'endroit des personnes de l'opposition. Parce que je ne peux pas admettre qu'on invite quelqu'un qui vit à Douala, qui est le vice-président d'un parti politique, qu'il se déplace, qu'il prenne le risque, soit en avion, soit par voie terrestre, de parcourir ces distances-là, se loger à ses frais, pour ensuite être éconduit d'un plateau de télévision qu'on est censé avoir préparé à l'avance, pour lequel la direction de cet établissement a donné son accord. Je n'ose pas croire que les journalistes à la CRTV montent leurs émissions, décident d'inviter des gens sans qu'il y ait un accord d'une certaine hiérarchie. Donc je pense que le journaliste, pour avoir laissé que M. Sambaka arrive à Yaoundé, jusqu'à l'intérieur des locaux de la CRTV, il avait l'accord de la direction. Et que c'est subrepticement qu'il a reçu des contre-indications voulant que M. Sambaka soit éconduit. Okay. Nous tous, nous sommes solidaires de la peine que M. Mbaka a dû endurer dans ces circonstances-là
Et je crois que ça doit s'arrêter. Ok. Votre réaction, Jean-Blaise Gouel? Sur le sujet, je ne pourrais pas le commenter. Parce qu'en fait, je peux juste regretter l'acte qui a été posé. Maintenant, il faut voir quelles conditions ont amené le directeur général à poser cet acte-là. Mais le fait qu'il soit parti d'ici pour Yaoundé, pour cette émission, et qu'il n'ait pas pu être sur le plateau, tout au moins pour moi, je pense que c'est... il faut effectivement que le directeur général présente soit ses excuses, mais au-delà de ça, peut-être qu'il y a eu un problème qui a dû se poser pour que cet acte soit ici. Guy Avefongan, est-ce que vous comprenez la gêne, la peine de Emereu Bebina, notre confrère, ainsi que de Charles Ndongo, hein? Je peux très bien... une décision qui était au-dessus de... Non, c'est évident. Moi, je suis convaincu de ce que la décision venait de très loin et connaissant un peu, pour l'avoir pratiqué quelque temps, Charles Ndongo, donc son professionnalisme est, j'allais dire, assez... n'est pas à remettre en cause, donc c'est assez connu. J'ai envie de dire que j'imagine la gêne qu'il avait dans le regard quand il disait au vice-président Sambaka que le plateau est saturé. J'ai envie de croire que c'est encore un autre crime contre la démocratie, parce qu'il y a quelques mois, je suis obligé de faire des rapprochements, hein, il y a quelques semaines, souvenez-vous, c'est le président de l'Assemblée nationale qui brûlait les Donc, brûlé, il a assisté. Qui assistait impuissant ou alors sans rien dire à une situation dans laquelle on brûlait les gadgets du MRC qui n'a rien dit. On est dans un... Je veux dire que c'est un... Pour moi, je suis très mal de savoir qu'une année aussi délicate comme celle-ci, on s'est battu pour la liberté d'expression. Le plateau était monocolore. Ça, vraiment, j'ai regardé l'émission, c'était monocolore. Et à regarder le type des invités, c'était le seul qui aurait pu apporter la réplique et qui aurait pu donner de l'épaisseur, de la chair à cette émission. Et ça, tout le monde attendait le maire Ekema de côté, alors que c'est le RDPC aussi. Bon, maintenant, en face du maire Ekema, avec qui vous avez quand même 2 anciens ministres, donc ils ont estimé peut-être cela devrait faire l'affaire et dire les choses qui devraient aller dans le même sens. Et moi c'est révélateur de ce que, contrairement à ce qu'on pense, il y a à la CRTV encore une main éditoriale qui est encore assez forte et qui pèse sur la tête des journalistes. Je me demande comment ça va se passer, alors qu'on n'est même pas encore en campagne, je veux dire que si on ne peut même pas écouter des sons de cloche différents en 2018 sur une télévision publique, moi je suis assez mal. Et ça pose un problème sur la liberté quand ces journalistes qui travaillent à l'intérieur de ce média, et cette émission risque de rentrer. D'ailleurs, elle est rentrée dans les annales parce qu'elle est allée de bourg en bourg, parce qu'après, d'ailleurs, le président Sambakala l'a évoqué tout à l'heure dans sa prise de parole. Vous avez vu le mépris qui a eu le candidat Gargaman pour une journaliste qui ne demandait qu'à faire son travail. Donc il y a un tel degré de condescendance qui rejaillit sur ces personnes-là, qui n'est pas de nature. Parce que je suis pas sûr que sur un plateau comme celui-ci, il serait comporté comme ça, qu'on laisserait passer. Je vous connais un peu, je connais ceux qui sont là. Rapidement, on lui aurait rappelé à l'ordre en lui indiquant que ce n'est pas lui qui fait les règles du jeu. Mais on a laissé passer ça. C'est un silence, à mon sens, coupable et complice. Et on devrait pouvoir tirer les leçons et espérer que les journalistes pourront, dans ce média-là, avoir leur indépendance et dire les choses telles qu'ils pensent, telles qu'ils le sentent et telles qu'ils en ont envie, dans l'optique de faire plaisir aux téléspectateurs et surtout à ceux qui les regardent. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on dit pas, c'est qu'on est dans un véritable darwinisme médiatique. Donc si les gens continuent dans ce média à faire les choses comme il y a 30-40 ans, c'est clair qu'ils n'intéresseront plus personne, ils vont disparaître, et les chaînes privées comme les vôtres aussi prendront le relais et diront des choses que les gens veulent entendre. Ok. Donc ça me permet de vous remercier de m'avoir invité là.
parce que vous m'avez eu, j'étais encore au téléphone à Oui, Yaoundé. oui, très tôt ce matin. Oui, oui, très tôt ce matin. Je vous remercie de m'avoir invité. Je pense que je me sens à l'aise ici. Ce que je veux dire, juste pour Oui, quelques sortir, c'est secondes, il faut qu'on attaque que, la honnêtement, je pense qu'il y a un grand déficit de professionnalisme. Vous savez que je suis souvent iconoclaste. Une émission comme celle-là, tous ceux qui sont censés y participer comme invités ont dû certainement savoir qui étaient les panélistes. Les panélistes. Okay. Monsieur le ministre Charles Dongo est censé savoir que Monsieur Sambaka allait être panéliste. Monsieur Garga est censé savoir que Monsieur Sambaka allait être panéliste. Le maire Ikema, pareil. Donc on ne peut pas nous dire que s'ils étaient inconfortables pour ces gens-là, s'il était inconfortable pour ces gens-là de faire cette émission avec M. Mbaka, les dispositions n'aient pas été prises à l'avance pour que M. Mbaka n'y participe plus. Qu'on le laisse venir de Douala pour les conduire, cela suppose que, comme disait M. Fonga tout à l'heure, ce n'est même pas de la condescendance. C'est un mépris. On estime. Pourquoi on n'a pas demandé à M. Garga de quitter le plateau? Ou pourquoi on n'a pas dit à M. Famendongo que, bon, vraiment, nous, on a quelqu'un qui vient de Douala, on ne peut pas les conduire. Monsieur le ministre, on vous passera la prochaine fois. Okay. Ou alors le maire, d'ailleurs, qu'on a aussi conduit. Voilà. En fin de compte, c'était une émission pour conduire les gens. Okay. Bon, voilà, on en revient donc à notre sujet principal, la coalition. Je vais vous lire cette déclaration de Cabral Libi, hier au sortir du Palais des Sports de Yaoundé. Je lance un appel aux autres candidats afin que nous nous retrouvions dans une salle. Ma proposition est que chacun d'entre nous vote pour celui qu'il pense capable d'être à la tête de l'équipe. Les primaires internes. Cabral Libi fait ici allusion aux primaires internes. Qu'en pensez-vous, cher monsieur? Je commence par vous, Siri Sampaka. Les primaires internes, pour trouver un candidat de l'opposition. Oui, ça c'est la fin. Vous comprenez? Oui. Ça c'est la fin d'un processus. Oui. Un processus doit avoir un début. Le début, c'est de dire pourquoi on va aux élections. De définir, n'est-ce pas, les priorités pour arriver à changer les choses. Est-ce qu'il y a encore du temps pour cela? Mais pourquoi pas? Je suppose que chaque parti politique travaille. Parce que Cabral Libi a limité le collège électoral, on va le dire comme ça, au 8. Non, c'est pour ça que je dis que ça, c'est la fin. Oui. Le problème, c'est d'abord les objectifs à atteindre. Le contexte dans lequel nous vivons. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Deuxièmement, quand on va choisir un candidat unique, quelles seront les limites, quels seront les contours de l'affaire? Vous comprenez? Parce que quand on est dans un parti politique avec des militants, il faut bien observer les militants. Les militants ont toujours dans leur tête que c'est leur champion qui va être choisi. Or, si un champion est choisi parmi 8 personnes, ça veut dire qu'il y a un préalable pour que les gens s'harmonisent. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Ce qui se passe concrètement, c'est que dans une situation comme celle-là, on dépose les armes. Parce que nous tous, nous sommes Camerounais, nous voyons comment les choses se passent en ce moment. Parce que dès que vous parlez d'un autre parti, vous allez toujours trouver des gens qui vont tirer dessus. On dépose les armes. Ensuite, on s'assied, on définit le contexte, climat sécuritaire, n'est-ce pas? Et puis, institutionnel. L'objectif à atteindre, c'est quoi quand nous nous mettons en équipe? Parce que moi, je suis d'accord que aucune personne ne peut gérer le Cameroun de demain si ce n'est pas une équipe. On ne peut pas arriver en tant que parti politique à battre le président Biya si on n'est pas une équipe. Mais votre champion Adamou Damjoya, est-ce qu'il a pu rencontrer Maurice Kamto? Ce que je vais vous dire, c'est que moi je suis pour que les candidats puissent se rencontrer entre eux, discuter, dialoguer. Peut-être quelque chose de rapide peut venir parce que très souvent, les coalitions ont raté à cause des lieutenants. Les coalitions ont raté à cause des lieutenants. Parce que chaque lieutenant se retrouve dans sa case et dit non,
on va faire ça, on va mettre les bâtons ici, on va faire ci pour que ce soit le nôtre. Une autre guerre intestine commence. Donc, les candidats se retrouvent d'abord pour dialoguer, pour définir les objectifs qu'il faut atteindre. Parce que la politique, ce n'est pas un blanc-seing. La politique, quand on la fait ensemble, c'est pour atteindre des objectifs. Oui. Quand on la fait isolé, ça veut dire qu'on est en train de parler de programme. Le climat sécuritaire et le climat de nos institutions, la situation de nos institutions, ne nous permettent pas de mettre ces deux éléments de côté pour parler de programme. Les programmes existent, tous les partis l'ont. Oui. Mais comment on fait pour que nos institutions soient harmonisées à la démocratie? Comment est-ce que nous faisons pour que le climat d'insécurité puisse disparaître? On ne le fait pas seul, on le fait en équipe. C'est pour cette raison que je suis convaincu, avec l'expérience, mon expérience me permet de dire que c'est une équipe qui doit aller contre le pouvoir. Ok. Jean-Blaise Gouet, est-ce que vous voyez la formation de cette équipe? Parce que Cyril Sambaka, dans son discours, n'est pas très rassuré. Alors, pour moi... est-ce que cette équipe va finalement se former? Vous savez, une équipe, c'est des personnes qui s'entendent. C'est des personnes qui se connaissent. Et là, lorsque vous regardez ce qui se passe là, ils s'entendent? Je suis désolé, mais si vous permettez, vous savez, lorsqu'on va en politique, on a une vision. On a une vision, on a, au-delà d'un programme, on a une idée de ce qu'on veut faire, la vision de là où on veut aller. Et cette vision, quand on la porte, on ne peut la partager qu'avec des gens qui pensent comme vous. Et c'est pour ça que on va trouver d'une part la droite, on va trouver la gauche, à l'intérieur de ces partis qui veulent aujourd'hui coaliser. Est-ce que c'est des partis qui pensent la même chose? Si oui, pourquoi pas? Mais quand vous allez épouser une femme, il faut la connaître. Si vous ne la connaissez pas, cette femme-là, vous ne pouvez pas l'épouser du tout. Donc, la politique n'est pas un jeu. Une élection présidentielle, ce n'est pas un jeu où on s'engage et puis après, à un moment donné, à 2 ou 3 semaines, on appelle les uns et les autres, venez, qu'on fasse une équipe. Moi, je pense que c'est des préalables. Il fallait, tel que le dit M. Sambaka, il fallait effectivement commencer par là depuis belle lurette. Mais aujourd'hui, à la veille d'une élection présidentielle, demander à des personnes de s'asseoir pour faire une équipe, alors que ces personnes ne partagent peut-être pas la même vision, ne partagent pas les mêmes programmes, ça va être assez compliqué. Ok. Abel Emilbaye, est-ce qu'on ne donne pas finalement raison à Maurice Kamto qui pense qu'un candidat unique de l'opposition, pure chimère? Il n'a pas raison. Il peut peut-être s'entêter dans son option, mais il n'a pas raison. Au moment est-ce que ces 8-6 peuvent s'entendre? Est-ce qu'ils ont la même vision des choses? Au moment où nous parlons, si vous allez en Allemagne, la CDU, oui, qui est la droite allemande, d'Angela Merkel, a remporté les élections législatives sans majorité contre le SPD, le Parti social-démocrate allemand. Et Angela Merkel s'est retrouvée dans une situation où elle ne peut pas former un gouvernement stable. Dans leur pratique, dans cette situation-là, on discute et on forme un gouvernement d'union. Vous voyez donc deux partis politiques qui étaient concurrents à l'élection, qui sont idéologiquement opposés, sont condamnés à travailler ensemble de par la volonté des électeurs allemands. On ne dit pas là-bas que comme je suis de droite, je ne peux pas, je suis... Non. Si vous ne pouvez pas, on dissout la Bundestag et on recommence les élections. Le Parlement. Et Mme Merkel n'a pas choisi cette voie. Elle a choisi la voie de trouver un consensus politique avec la gauche allemande et gouverner avec. Et ça se passe. Je reviens donc au cas du Cameroun pour dire que les données, les caractéristiques des partis politiques de l'opposition
nous montre que individuellement, pris individuellement, si vous prenez le SDF individuellement, actuellement, il n'a pas les moyens de battre le RDPC aux élections. Ce n'est pas la peine d'essayer une 16e fois. Si vous prenez le MRC, qui est un jeune parti qui vient d'arriver, qui va à sa première élection présidentielle, avec comme capital politique, définissant son poids politique, 20 élus dans l'ensemble du territoire national. Ces 20 élus se trouvent dans 5 communes seulement, sur 360. C'est-à-dire que le MRC est absent du territoire national dans 355 communes où il n'a personne pour porter sa voix. Ce parti est présent sur le territoire national à 1,33%. Il ne peut pas objectivement battre le RDPC aux élections. Si je continue avec le FPD qui a investi M. Akere Mouna, le FPD pèse un conseiller municipal sur 10 632. Un élu sur l'ensemble des élus, 10 632, plus 180 députés, plus 100 sénateurs. Le FPD qui va accompagner M. Akere a un élu. Face au RDPC qui a 8921 élus, c'est-à-dire que le RDPC pèse 8921 fois ce que le FPD pèse. Le FPD ne peut pas battre le RDPC aux élections. Vous me coupez la tête. Si je continue, l'UDC a 163 conseillers municipaux au Cameroun, 4 députés, ça fait 167 élus. À comparer avec les 8921 élus du RDPC, le RDPC pèse 53,41 fois le poids de l'UDC. Les élus de l'UDC sont répartis dans 7 communes. Il y a 5 maires comme personnalité de poids, les 4 députés et 16 adjoints au maire. Le RDPC a 148 députés, 303 maires, 748 adjoints répartis dans 315 communes. Le RDPC est absent dans 45 communes, quand l'UDC est absente dans à peu près 357, 3. Lorsque vous mettez ensemble le MRC, si je prends le FPD et est-ce que ça veut dire que la victoire de Paul Biya est assurée? Ça veut dire que même s'ils se mettent ensemble. Ça veut dire, c'est moi qui analyse. Oui. Vous allez faire votre analyse après. Allez-y. Ça veut dire que ces partis-là, pris individuellement, ne peuvent pas battre. Est-ce que mis ensemble, ils peuvent battre? Il n'y a même pas de choix. Est-ce qu'ils peuvent battre le RDPC? S'ils veulent aller dans le sens de nos aspirations, nous les électeurs du changement, nous leur demandons de créer des conditions telles que, 1, nos voix ne se dispersent pas entre plusieurs candidats qui sont aussi faibles individuellement. Deuxièmement, si c'est pour nous qui sommes aux élections, ça fait 8 programmes de l'opposition qu'ils s'asseyent, pas les états-majors, les candidats eux-mêmes, dans un conclave. Pas les lieutenants, comme on dit Cyril Sapin. Nous n'avons pas besoin de lieutenants là-dedans. Comme dit, les lieutenants ont une fonction toxique dans ce genre de circonstances. Si chaque candidat a la papauté venait avec des lieutenants, je vous assure que le conclave du pape, pour choisir le pape, ne donnerait pas le résultat. Que nos 8 candidats de l'opposition s'asseyent donc. Et que chacun, fort de l'humilité que lui impose sa faiblesse structurelle, accepte de discuter, de parler avec ses frères. Et qu'à la sortie, il y a 4 choses. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Première chose, qu'ils prennent chacun
dans le programme des autres quelque chose qui peut nous unir. Tous ces programmes, quand vous les lisez, on a besoin de revoir le code électoral, on a besoin de revoir notre constitution, on a besoin d'un débat sur les institutions, on a besoin de lutter contre la corruption. Tous ces programmes-là parcourent ces exigences. On peut donc s'entendre sur un programme minimum qui serait un programme de transition. Voilà. Ok. Puis, ils nous désignent entre eux, après s'être parlé, accompagnés de ce que nous appelons des facilitateurs, qui eux ne sont pas des candidats. Et nous avons choisi, à la fin de nos efforts pour arriver à une candidature de large consensus, nous avons choisi de demander à l'honorable Jean-Jacques Ekindi et au président Kwemo, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, maire de Bafang, oui. voilà, et président du parti UMS, d'aider comme facilitateur. Et ils s'adjoindront 3 au maximum, 3 personnes de la société civile qui seraient choisies pour leur charisme, leur connaissance de la réalité politique camerounaise, pour accompagner les 8 à se parler et à retenir l'un d'entre eux pour porter ce programme minimum de transition, mais ça ne s'arrête pas là. Cette transition, c'est pour qu'on ait une majorité à l'Assemblée nationale. Ok. Il nous Ça faut va être la donc présidence. choisir dans ce conclave-là un premier ministrable qui conduira le gouvernement d'union. Ça, c'est la 3e étape. Et la dernière, c'est qu'il est indispensable que les 6 autres qui n'auront pas été ni le candidat présidentiable, ni le premier ministre de transition que nous pourrons avoir si notre candidat présidentiable l'emportait, les 6 autres candidats doivent être dans un accord de gouvernement pour apporter leur contribution au fonctionnement du gouvernement de l'Union. Et pour cause, Serge Alain, nous n'avons pas besoin que l'un de ces 8 candidats reste en rade. Nous avons besoin de donner à tous ces candidats-là nos voix en même temps. Donner nos voix à aussi, toutes nos voix. Donner toutes nos voix à Kanto. Donner toutes nos voix à Cabral. Donner toutes nos voix à Serge Espoir Matomba. Donner toutes nos voix à Ndamjoya. Donner toutes nos voix À à Franklin tous Dufort. ceux d'entre eux qui accepteront de venir dans cet effort. Vous avez oublié pour- Franklin Dufort. Je n'oublie personne, tous les 8. Leur donner tous en même temps nos voix. Cela n'est possible que s'ils constituent ce que j'ai entendu les uns et les autres dire. Oui. Une équipe pour renverser le régime et susciter l'avènement d'un nouvel ordre politique. Ok. Donc, nous n'avons pas besoin, et nous ne serons pas dans la logique de 2011 et les logiques précédentes, d'éparpillement de nos voix. Ok. Ceux qui ne viendront pas dans l'unité d'action seront traités comme ceux qui organisent la dispersion de nos voix au profit du régime. Parce Ok. que c'est de cela que vit le régime. Et qui avait Fongan, mais le MRC a annoncé une coalition qui sera dévoilée au lendemain du 8 août. Oui, mais il faut dire que c'est la coalition du MRC et non celle de l'opposition. Donc, même Sa coalition à lui, je crois que les mots sont de lui. Il parle de sa coalition, qui n'a rien à voir avec celle de l'opposition. Et encore que les démentis ont commencé à fuser de partout. Vous avez bien vu que le parti d'Akere Mouna, de manière publique, dit ne s'être jamais assis avec Maurice Kamto, sans qu'il ne sait même pas de quoi il parle. Donc c'est sa coalition à lui. Et donc on attend de voir qui sont ceux qui vont graviter autour de cette coalition-là, quand on sait que, même de manière politique, j'allais dire que le pouvoir politique de ce candidat, il ne représente pas lui-même grand-chose en termes de représentativité sur l'échiquier électoral. Mais je suis un peu... Mais quand même, vous pouvez pas dire ça, Guy Hervé. Mais- Il y a eu un parti créé en 2012. J'admire... L'élection de 2013, quand même. Loubet, tout à l'heure, vous a donné Oui. quelques chiffres assez éloquents, même si je suis un peu... Mais il faut voir là, même je si je dirais suis merci aussi. embêté, hein. même si je suis un peu embêté, et vous allez voir comment je vais doucher l'enthousiasme de Lémi Lobet pour indiquer qu'il joue très bien le jeu de peut-être inconsciemment du système qui est en place, parce qu'on ne dit pas aux Camerounais, il se passe que
si vous voulez, l'agence conseil de cabinet Fuchs, qui est au cœur de la stratégie de communication du candidat Paul Biya, a réalisé au moins 2 sondages. L'essentiel des sondages qui ont été réalisés ont déclaré Paul Biya perdant. Les candidats ne savent peut-être pas, mais il faut qu'on le dise aux gens. Et aujourd'hui, le travail qu'ils font au quotidien... Perdant face à une candidature unique... Perdant les élections. Oui. Les élections. Le travail que cet agent fait en ce moment, c'est de distiller dans l'opinion publique des éléments de langage pour faire croire que sans la coalition, le président Paul Biya va battre les élections. C'est ça qu'il dit. Depuis au moins 1 an et demi, 2 ans, ce travail qu'ils font au quotidien, leur mission aujourd'hui essentiellement, c'est de faire accepter la victoire du candidat Paul Biya. C'est le travail qu'ils font aujourd'hui en utilisant tous les leviers possibles pour que ça passe dans l'opinion publique. Et peut-être il me dit les choses, peut-être inconsciemment, mais en réalité, ils jouent ce jeu sans s'en rendre compte. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut très bien dire aux Camerounais, ce sondage-là a été fait et a révélé ce type de résultat. Et vous savez, dans l'électorat, près de 65% l'électorat qui ont moins de 35 ans et qui se trouvent essentiellement sur les réseaux sociaux. Donc le fait que le président Paul Biya annonce sa candidature sur Twitter n'a rien d'anodin. Donc si vous grattez le vernis plus loin, vous allez bien comprendre que ça c'est simplement une démarche qui s'inscrivait dans une logique de construire un capital de sympathie dans cet électorat qui est là-bas et qui est très 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 présent. Aujourd'hui, c'est un discours qui est malheureusement véhiculé et vous avez malheureusement aussi dans les candidats présidentiels des personnes qui jouent le jeu du message qu'on essaie de faire passer à l'opinion qui au finish va légitimer la victoire du RDPC ou alors la défaite de l'opposition parce que les gens qui aujourd'hui vous parlez du MRC qui disent avoir été les premiers à tendre la main à l'opposition, c'est qui n'est pas forcément vrai, alors qu'ils ont été les deuxièmes à déposer leur dossier de candidature juste après le président Paul Biya. Vous allez voir que demain, ce sera l'argument qui va être brandi, c'est que le président Paul Biya a gagné parce que l'opposition a été incapable de se réunir. Ça, c'est l'argument qui va être brandi demain. Et c'est les chiffres, les éléments qu'avance Elimi Lobeng au quotidien, il le fait partout, pas seulement ici, participent de cette construction du message que cette agence qui était royalement payée essaie de faire passer aujourd'hui. J'ai envie de rappeler, et il doit forcément le savoir, qu'en 92, le RDPC a perdu les élections dans les urnes. Souvenez-vous, avec un système électoral qui n'était pas aussi, qui était, j'allais dire, plus dangereux que le système d'aujourd'hui. Et la véritable coalition, qu'on le dit, c'est la coalition du peuple. La coalition du peuple, il n'y a pas meilleure coalition que celle-là. J'admire l'agilité intellectuelle de Cabral qui a la capacité à défrayer la chronique de manière régulière et qui, cette fois, parle des primaires au sein des candidats. J'ai envie sous le contrôle des deux présidents qui sont ici, rappeler qu'on coalise, ce sont les idées et les idéologies qui coalisent et non les personnes. Si on n'est pas... c'est des personnes qui portent ces idées. Oui, mais sauf qu'il faut qu'on ait au moins la même idéologie, qu'on soit du même bord idéologique pour que la coalition fasse sens. Ça veut dire quoi? C'est impossible alors? Le président doit comprendre. Non, moi ce qui me gêne, c'est l'idée qui prospère et qui est continuée d'être distillée dans l'opinion publique, de laisser croire que sans coalition, il est impossible de battre le président Paul Biya. Alors qu'en 92, je rappelle que le SIF a battu le RDPC avec une technologie électorale qui n'était pas aussi, qui était, j'allais dire, plus à l'avantage du parti au pouvoir que la technologie électorale qui est en ce moment sur place. Et donc, de dire de manière quotidienne, c'est légitimer la victoire, s'il y aura, du parti au pouvoir, alors que c'est exactement ce qu'ils veulent. Donc, ils ont réussi, et bravo à cette agence, qui ont réussi à faire dire, même inconsciemment, à certaines personnes, le message qu'ils essaient de faire passer depuis quelques temps au sein de l'opinion publique. Siri Sambaka, au regard de ce qui se passe aujourd'hui, Paul Biya va passer une fois de plus? Non, ce n'est pas cette question qu'il faut me poser. Permettez-moi de... Non. Répondez à ma question, Siri Sambaka. Regardez l'opposition aujourd'hui. Vous n'arrivez pas à vous entendre. Non, le Cameroun ne commence pas aujourd'hui. Oui. Ça, c'est la première chose. Le Cameroun ne commence pas aujourd'hui. Que de rendez-vous manqués.
Que de rendez-vous manqués. Mais Abel Limbi pense attendez, que ce serait un autre rendez-vous. 1958, tout ça là, ce sont des rendez-vous manqués. Oui. Vous comprenez? Il y a un problème, c'est que les Camerounais sont divisés. Il y a un préalable. Quand je dis qu'il y a un préalable, cela veut dire qu'il faut taire les armes. Il faut aller vers le consensus. Le consensus et la transition. Vous connaissez un pays qui quitte de la colonisation par des partis uniques, sans transition, se met dans les élections? Il faut d'abord bâtir cela. C'est ça qui va nous permettre de développer les programmes demain. Donc il faut s'entendre déjà sur cela. Que de rendez-vous manqués. Chaque fois, 1961, rendez-vous manqué. Le Cameroun est un pays où il y a trop de rendez-vous manqués. Il faut que ça s'arrête. Maintenant, c'est suivant cela, ces rendez-vous manqués, que le cabinet, lui, il fait son étude. Notre force, c'est donc de casser cette façon dont les Camerounais ont toujours travaillé. C'est-à-dire se détester au lieu de s'aimer. Avoir des objectifs communs, mettre en place des mécanismes qui permettent qu'on atteigne ces objectifs. Et si on ne peut pas atteindre ces objectifs parce qu'on a des suspicions, alors à ce moment, on trouve des éléments qui vont faire en sorte que ces suspicions disparaissent. C'est ça qu'on appelle la transition. Oui. La transition, c'est quelque chose sur lequel on a un consensus. Nous sommes d'accord que nous allons battre l'adversaire et ça va nous permettre, suivant notre consensus, de mettre en place des mécanismes pour que nous allions dans un combat serein, sain, et que chacun puisse développer maintenant. Donc, c'est les conditions. Même l'adversaire principal a réussi à infiltrer l'opposition avec des personnes qui jouent son jeu, qui passent Nous avons aujourd'hui 9 candidats. Oui. Moi, je suis sûr qu'il y a au moins 2. Ça m'embête de le dire. 2 qui sont des candidats infiltrés. Mais ils ne pèsent pas. Voilà, c'est bien ce que je disais. Vous comprenez? Donc, le problème reste entre au moins 6 candidats. Ça veut dire que dans la logique de Limbi Lobé, il faudrait qu'il y ait au moins 6 candidats qui se retrouvent et qui s'accordent. Vous comprenez? Oui. Ça, c'est quelque chose de possible à condition qu'on se fixe certains objectifs. C'est pour cette raison que j'ai l'impression que je ne me fais pas bien comprendre. Nous avons un problème sécuritaire. Oui. Nous avons un problème des institutions. On a un problème d'égalité des chances. On a un problème de code électoral, etc. Voilà, hier justement à Yaoundé, vous parlez de la réforme du code électoral. Tout à fait. Parce que c'est ça qui envoie des gens dans une compétition saine. Oui. On a tendance à vouloir tricher avec des positionnements. Les positionnements, c'est quoi? C'est de faire croire que ton frère n'existe pas et que c'est toi qui existes. C'est de faire croire que les partis politiques qui sont nés il y a longtemps sont morts et qu'il y a une nouvelle génération de partis politiques qui peut faire ci, qui peut faire ça. Okay. Non, on n'en est pas là. Oui. Vous comprenez? Si on commence comme ça, on ne va jamais pouvoir trouver un terrain d'entente. Parce que moi, je vous donne un exemple. Oui. Limbi Lobé a donné les différents élus. Mais ces élus-là, c'est un trésor. C'est une conquête gagnée. C'est un trésor. Vous voyez un peu? Quelqu'un qui a des députés, quelqu'un qui a des mairies, quelqu'un qui a des conseillers municipaux, dit que c'est rien. Non, ce n'est pas rien. C'est une conquête. Il faut aller à l'autre conquête. Et on ne peut pas réussir si cette union n'inspire pas confiance et que ceux qui sont en face puissent voter l'opposition. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui votent souvent le RDPC et d'autres qui sont dans l'abstention, qui peuvent voter l'opposition si quelque chose de confiant se dégage. Mais je voudrais terminer en disant que 92, c'était un autre problème. Ah oui, 92, c'était un autre problème. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Oui, rapidement. Oui, évidemment. En 92, on a connu des gouverneurs qui sont partis du gouvernement, des préfets, des sous-préfets, d'autres qui sont restés en top, qui ont verrouillé le système et ils ont été démasqués après
Ok. Certains enfouis sont en exil. Oui, oui. Donc je dois vous dire que ce n'est pas la même chose, le même contexte. Oui, le contexte n'est pas le même. Abel Bilbao, rapidement. 3 choses. La première, c'est qu'en 92, M. Froudi n'était pas le candidat du SDF. Il était le candidat de l'Union pour le changement, qui était une coalition qui était élargie même aux acteurs de la société civile. C'est cette coalition qui a porté John Froudi au résultat qu'il a. Et rappelez aussi qu'il y a d'autres candidats à cette élection présidentielle. Mais tu peux me laisser parler. Tu n'étais même pas là. Tu étais tout petit. Pas autant que ça. Autant que ça. Pas autant que ça. Deuxième. Pas autant que ça. Tous les candidats en 92 qui étaient solitaires ont eu des scores honteux. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que en 2004, lorsque nous ne sommes pas parvenus à faire une coalition et que nous sommes allés en rang dispersé, ce n'étaient pas les analyses du cabinet Forbes et de je ne sais pas de quoi il parle. La troisième chose, c'est que voici les résultats dans ma commune, des élections municipales, 381 bureaux de vote. Il y a eu, voilà le procès verbal des élections, il y a eu 143 741 électeurs inscrits, 100 000 votants. Donc il y a eu une abstention de 43 067 personnes qui ont refusé de venir voter. Celles qui ont voté, c'est 97 948. Le RDPC a eu 41 422 voix. Les 5 partis d'opposition qui s'opposaient au RDPC, c'est le SDF avec 27 000 voix, le MRC 11 000 voix, l'UPC 8 000 voix, le PADEC 6 000 voix, l'UNDP 2 000 voix avec confiscation de sa caution. L'ensemble des 6 partis, les 5 partis d'opposition, oui, leur suffrage, c'est-à-dire le vote contestataire, c'est 56 518 voix. Ok, S'ils s'étaient exprimés en faveur d'une coalition dans laquelle tous ces partis auraient mis leurs candidats et ont fait une liste de consensus, on aurait gagné. Okay. Ce n'est pas le cabinet Forbes ou soit quoi qu'il raconte là qui est venu dire. Le nom du cabinet, c'est quoi? Non, monsieur, okay. non, okay. non, okay. monsieur Lémy. Non, merci. Non, merci. Ok, merci. On va au journal. Merci. On va au journal. Cédric Nouffelet, bonjour. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, justement, je crois que l'actualité reste dominée par les 9. Effectivement, ce soir, nous vous permettrons d'en savoir davantage sur leur trajectoire professionnelle et leur expérience politique. Vous le savez, parmi les 8 challengers de Paul Biya à cette élection présidentielle, il y a des vieux briscards de la politique, mais aussi des candidats qui vont dans cette course pour la présidentielle pour la première fois. Vous découvrirez le parcours, leurs armes politiques, mais également leur trajectoire, à la fois dans le milieu professionnel, mais aussi dans le monde de la politique. Nous allons décrypter ce soir les partitions d'une symphonie qui résonne encore plus fort en faveur d'une coalition de l'opposition face à la candidature de Paul Biya, candidat du RDPC à cette élection présidentielle. Comment les candidats expriment leur volonté de pouvoir mutualiser les forces dans la perspective de cette élection présidentielle. Nous évoquerons également le cas Simone Gbagbo. Elle est de retour dans sa résidence du côté de la Côte d'Ivoire, accueillie en grande fanfare durant cette journée de mercredi, mais aussi d'autres mesures ont été prises par le gouvernement ivoirien en faveur de la décrispation du climat socio-politique en Côte d'Ivoire. Serge Alain. Voilà, merci madame, monsieur. Le développement de tous ces titres, c'est dans le 20h de Cédric Nouffelet. Quant à moi, je vous retrouve après pour le débrief.
retour sur le plateau d'Equinox Soir, toujours en compagnie de nos experts. Je commence par vous, Abel Elimbilobé, Simone et Yves Bagbo, libérés après cette année passée dans les geôles. En Côte d'Ivoire, quel sens donner à l'acte d'amnistie d'Alassane Dramane Ouattara? Je crois qu'on ne peut pas, quelles que soient les positions qu'on peut avoir, refuser qu'il s'agit d'une évolution vers beaucoup plus de paix, de sérénité. Après avoir passé 2 mandats? Oui, quoi qu'on dise, il n'était pas obligé d'amnistier Mme Gbagbo. On peut également voir là-dedans un calcul. Monsieur Ouattara, qui a bénéficié de la complaisance de la communauté internationale pour éloigner un certain nombre d'adversaires, va à la fin de la période que probablement cette communauté internationale lui avait consacrée. Et donc, à partir de ce moment, il peut ne plus avoir intérêt à ce que ces adversaires-là restent en prison, d'autant plus que leur emprisonnement empoisonnait tout de même la vie politique ivoirienne. Mais je voudrais dire que quand on sait l'attachement que le peuple camerounais de gauche et l'opposition camerounaise d'une manière générale avaient pour la lutte du président Gbagbo et du FPI, nous ne pouvons que nous réjouir. Et c'est très émouvant de voir ce recouvrement de la liberté de la part de Mme Gbagbo, et ça nous fait espérer que M. Gbagbo lui-même aussi gagnera le combat contre cette espèce de monstre froid qu'on a fabriqué et qu'on considère comme un acteur essentiel de la justice internationale, qu'on appelle la Cour pénale internationale. Voilà. Surtout qu'elle vient d'acquitter M. Mbemba au Congo démocratique. Donc nous avons le sentiment que il y a une espèce de retour à la raison sur le plan de ce qu'on appelle la communauté internationale. Il a fallu du temps pour comprendre. Guy Fongan, Simone Gbagbo, libre. Jean-Pierre Bemba, on va faire une pirouette, libre. Le prochain sur la liste, c'est Laurent Gbagbo. J'ai envie de dire que je n'ai pas envie de me réjouir aussi rapidement. Je suis encore très peiné. Parce que moi, cette justice des vainqueurs me gêne. Et une des grosses faiblesses de Laurent Gbagbo, c'est de ne pas être rancunier et de n'avoir pas su régler ses comptes pendant qu'il était encore temps. Parce que s'il avait été un temps soit peu comme Alassane, qui a été dramatiquement élu, il y a très longtemps qu'il aurait envoyé aussi en prison. Et donc, Simone a été condamné pour 20 ans. Elle a été libérée un peu plus, 7 ans plus tard, comme 800 autres personnes, ça il faut le dire. Le combat n'est pas encore terminé, parce que Simone a été de tous les combats de Laurent Gbagbo jusqu'ici, de son mari, qui est encore en prison. Et c'est une justice à telle chercheuse. Tous ceux qui ont été les acteurs, parce que pour faire la guerre, c'est comme l'amour. Est-ce que Laurent Gbagbo la guerre, c'est comme l'amour. Pour la faire, il faut être seul. Pour la faire, il faut être seul. Je veux dire qu'il faut être à deux. Il faut être à deux. Excusez-moi, il faut être à deux. Voyez-vous, jusqu'ici, il n'y a qu'un seul camp qui a été jugé. La bande à Alassane Ouattara et à Guy Fongan, on ne va pas refaire le procès. Est-ce que les choses sont en train de se passer? C'est bien que ça sorte de prison. Mais j'espère qu'une justice va être rendue et que ceux qui ont été au cœur de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, je pense à Ouattara et à Guillaume Soro, un jour seront appelés à témoigner devant les Ivoiriens pour dire leur part des responsabilités dans la crise post-électorale qu'a connue la Côte d'Ivoire. J'espère que après cet acte-là, il a la fin de son mandat, il est presque à la fin de son mandat, donc il décide comme ça d'élargir quelques opposants historiques. Espérons qu'il aura le courage aussi, avant de partir, de s'intéresser au cas Laurent Gbagbo, qui, nous l'espérons, pourquoi pas, sortira de prison un jour, après la crise post-électorale dans laquelle il n'a pas été l'unique et le principal responsable. Jean-Blaise Gouette, en RDC, Emmanuel Ramazani Chadari est le candidat choisi par Joseph Kabila Kabange pour l'élection de décembre 2018. C'est déjà une très bonne chose. Quand on sait que monsieur le président Kabila... Il faut dire qu'il a choisi son dauphin. C'est ça qu'on veut comprendre. C'est une très bonne chose qu'il ait choisi un dauphin.
et surtout qu'il puisse permettre à ce que le peuple congolais puisse en fait progresser. Mais je voulais revenir sur... parce que si j'ai accepté de venir là, Oui. vous m'avez présenté tout à l'heure comme le candidat recalé. Oui, on en parle Voilà. tout à l'heure. On en Parfait. parle tout à l'heure. Parfait. Oui. Voilà. Donc je trouve que c'est une très bonne chose qu'il ait enfin décidé de laisser le Congo progresser. Oui. Donc pour moi, je pense que quel que soit le Donc vous dauphin- pensez qu'il aurait dû tripatouiller encore la Constitution? c'est une très bonne chose. Vous savez, en Afrique, il faudrait que nous puissions avancer, que la démocratie se mette en place. Hein. Ok. Et moi, j'étais candidat à l'élection présidentielle, donc je suis pour qu'on puisse limiter les mandats. Ok. Voilà, à 2 mandats au Cameroun, notamment de 5 ans. Donc un président Renouvelable qui une fois. renouvelable une seule fois. Donc 2 10 mandats. ans maximum. Voilà, 10 ans maximum. Au Cameroun, ça devrait être ça. Je suis pour, je suis de ceux-là qui en fait acceptent qu'il y ait une transition. Ok. Voilà. Et Cyril Sambaka, Joseph Kabila, Oui, a je décidé veux- enfin, on va dire, enfin de partir. Bon, il n'a pas décidé. La enfin, volonté du peuple. C'est la volonté, c'est-à-dire qu'il a eu que des problèmes et des problèmes parce qu'il voulait renouveler, il ne voulait pas partir. Il voulait pas partir et puis le Congo. Qu'est-ce c'est- qui l'empêchait de continuer? Il a quand même, Non, c'est depuis je- 2016 qu'il devait partir. Ben, je pense que tout le monde était d'accord que ça en était trop. On ne peut pas continuer à changer comme ça, changer de constitution, etc. C'est pas normal. Parce que cette fonction-là n'est pas une fonction familiale. Vous voyez, c'est une fonction entre le peuple et puis... La son- Ils présidentielle, avaient c'est le transformé, rendez-vous ils avaient entre- transformé le Oui. pays en royaume. Bon, Oui. maintenant, ils sont victimes de leur richesse. Il y a tellement de richesses là-bas que ça attise même les voisins. Même les voisins viennent prendre les richesses là-bas pour aller faire leur pays. Les Occidentaux viennent, tout le monde s'embrouille. Et vous savez que quand on est en guerre permanente, les territoires sont contrôlés par ces brigands-là. Des mafias, des sociétés qui viennent travailler sans s'adresser au pays, etc., etc. Donc je pense que c'est une évolution, mais on va pouvoir dire que l'évolution ne se fera sentir que quand les institutions qui vont mettre en place vont être des institutions solides. Il faut que dans des pays immensément riches comme ça, en Afrique, avec des populations, avec des territoires très grands, que des pays comme ça soient vraiment solides, n'est-ce pas? Parce qu'un pays comme le Zaïre devait être un pays fédéral. Vous voyez, ça pouvait être un pays fédéral parce que c'est plusieurs pays jumelés. En un seul bloc, oui. Bon, et il est très riche. Donc voilà, moi je pense qu'on avance, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, je reste avec vous. Vous êtes satisfait. On a vu dans le journal de Serigne Oufele le portrait de votre champion, Adamou Ndamdjoya, ainsi que de Gaga Manadi. Vous êtes satisfait de cette, Non, mais disons cette peinture? que le reporter s'est battu parce que le portrait d'Adamou Ndamdjoya est très très vaste. Vous voyez, donc il faut Et choisir. nous avons nos Oui, canons. il faut choisir ce 1 que minute vous 30. pouvez dire là-dedans. Oui. Mais la seule chose que je puisse dire, c'est qu'il est sorti du gouvernement en janvier 92. Donc il devait rectifier qu'il a travaillé sous le gouvernement Ahidjo. En janvier 82. 82, pardon. 82. Il est sorti du gouvernement en janvier 82. Et le président Ahidjo est parti en novembre 82. Donc il a travaillé qu'avec le président Ahidjo. Ahidjo comme président. Maintenant, en ce qui concerne... Il était Paul Biya était Premier ministre. oui, ben, il était ministre comme lui. Ils étaient des ministres d'Amadou Ahidjo. Ahidjo, oui. Oui, bon, maintenant, s'agissant de... Il faut quand même une petite précision, parce que l'histoire est bonne. Hein. En 92, il y avait deux coalitions. Il y avait la coalition de Nidjon Fundi, qu'on appelait l'ARC CNS, et puis il y avait l'opposition patriotique. L'opposition patriotique avait 18 leaders, les ambassadeurs Fossung, et Gargara Manadji, Adamou Ndamdjoya, ils étaient dans la même coalition. Et ils ont fait les primaires, comme Cabral le souhaitait là. Je dis ça parce que ça me rappelle les primaires, comme Cabral le disait tout à l'heure. Ils ont fait les primaires. Ndamdjoya est arrivé en tête, et dans les primaires, il était dit que celui qui sera donc le représentant
de l'opposition patriotique, celui qui sera battu sera son directeur de campagne. Et je me rappelle, ils ont pris l'avion à Yaoundé pour démarrer la campagne à Maroua. Mais malheureusement, le candidat n'a plus vu son directeur de campagne. On l'a retrouvé dans la caravane de Nidjon Fondi. Ça, c'est pour l'histoire. Et les documents existent. Et il faut le savoir. Parce que c'est toujours bien que des jeunes comme vous sachiez d'où on part pour arriver et comprendre un certain nombre de suspicions qui peuvent arriver au cours du chemin. Ok. Jean-Blaise Gouette, vous êtes candidat recalé. Vous avez été recalé, il faut le dire, pour l'élection 2018. Déjà en 2011, vous étiez partant, mais à un moment, vous avez décidé de vous mettre à côté. Voilà. Quels sont les motifs du rejet de votre candidature pour l'élection de 2018? Alors, je le rappelle, hein, pour ceux qui ne le savent pas, je suis le président du MPCC, Mouvement Patriotique pour le Changement du Cameroun, un parti politique qui a été créé en 2009. Voilà. Et ce parti a été créé pas pour aller à une élection. C'est pour non seulement participer, apporter des solutions à notre scène politique, mais également promouvoir des jeunes postes de maire, conseillers municipaux, députés, ainsi de suite. Et aujourd'hui, j'ai été candidat en 2011. Donc 2011, vous savez, quand je regarde en face la machine que nous avons du RDPC, notre jeune parti politique à l'époque de 2011, il fallait avoir cette humilité-là de se dire non, je préfère encore apprendre un peu, je préfère... D'où votre désistement? D'où... C'est ça. Cette fois-ci, par contre, je suis allé loin. Alors, je n'ai pas voulu faire comme les autres. Ça veut dire aller choisir un parti politique qui a un conseiller municipal. Mais notre parti, notre mouvement politique, qui a été créé en 2009, ce mouvement, je voudrais laisser un héritage à la jeunesse. Donc, j'ai voulu innover cette fois-ci. Il fallait, pour un mouvement politique qui n'a pas de conseiller municipal, il fallait effectivement 300 signatures. Donc, lors du dépôt de candidature, lorsqu'on a convoqué le corps électoral, c'est vrai qu'on a été un petit peu surpris, mais nous nous préparions déjà. On avait amassé à peu près 250 signatures. Et donc, on s'est dit qu'avant, effectivement, avant le 8 août, c'est ça, avant le 8 août, on aurait le reste. Ce que nous avons effectivement eu. Vous avez eu 300 signatures 300 légalisées signatures, légalisées, bien sûr. Mais pourquoi Alors, aujourd'hui, le dossier n'a pas été... Le dossier, effectivement, comme vous le savez, les candidatures dont les dossiers n'étaient pas complets devaient être retenues. Et au sortir de là, il fallait aller saisir le Conseil constitutionnel. Donc c'est là où nous en sommes. On a encore jusqu'à demain. Oui, demain. Voilà, jusqu'à demain pour le faire. Nous sommes Donc, vous allez saisir le Conseil constitutionnel. Nous nous sommes réunis avec notre comité directeur. On a pensé effectivement que, vous savez, l'humilité est une très bonne chose. Hein. Et moi, je pense qu'aller à une élection, vous savez, on parlait tout à l'heure des coalitions. On va à une élection, ce n'est pas un jeu, c'est pour la gagner cette élection. J'aurais pu gagner cette élection si le président Biya n'était pas là, encore que j'avais demandé sa bénédiction, j'avais demandé sa caution. Aujourd'hui qu'il s'est présenté, il a tous les moyens pour gagner cette élection. Comme le disait M. Elimi Lobert, il a fait une très bonne analyse que nous avons suivie. Aucun parti allait là, dans cette course, rêver, battre le président Biya, le RDPC, c'est difficile. Donc, face à cela, je me dis aujourd'hui, j'ai enterré déjà de l'argent dans ce parti politique. Et vous le savez, en face, ils ont de l'argent. Il suffit d'un claque comme ça. Les militants du RDPC ont cotisé ici à Douala à peu près 200 millions, à l'ouest, ainsi de suite. 123 millions. Voilà, à peu près 1 milliard de francs, tout de suite. Nous, en fait, avec nos nouveaux partis politiques, il faut soi-même s'investir. Moi, j'ai laissé près de plusieurs centaines de millions de francs là-dessus. Vous appelez les militants pour cotiser. Nos militants, c'est qui? C'est les sans-emploi, c'est des jeunes, c'est des personnes, des vulnérables, voilà, la minorité vulnérable. Et donc, aller à cette élection aujourd'hui, continuer à aller s'enfoncer, dépenser de l'argent, aller à la Cour constitutionnelle, c'est bien beau, il y a une compétition. Mais on va pour faire quoi à cette compétition-là?
c'est pour gagner à une élection. Donc moi, c'est pas des aventures, je ne suis pas un aventurier. Aujourd'hui, face au RDPC, face également à ce qui se passe dans l'opposition que nous vivons aujourd'hui, je me dis que c'est une course encore de perdu. Je ne pourrai jamais gagner cette élection. Qu'est-ce que vous avez donc décidé? Vous saisissez par le Conseil constitutionnel ou bien vous soutenez le candidat Biya? Pour l'instant, je ne soutiens personne. Si le candidat Biya me sollicite à le soutenir, pourquoi pas? Si dans l'opposition, je vois qu'il y a un candidat qui est plus sérieux, qui voudrait que je le soutienne, si j'ai confiance en ce candidat, si en fait, aujourd'hui, j'entends des sons à droite et à gauche, des gens qui veulent bien s'unir dans une coalition. Mais vous savez, je dis encore que la politique, un poste convoité, le poste d'un président de la République, on ne s'élève pas comme ça un matin pour dire « je vais être président parce qu'on vous a appelé ». Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour le SDF, pour le président Adamou Damdioya et son président. C'est un chemin. Vous voyez, on commence par la base. Et nous, depuis 2000, et puis il y a d'autres partis politiques, hein. Il n'y a pas que ces deux partis politiques-là. Donc je pense que la politique, il faut l'humilité, il faut savoir qu'en face, on a des gens qui ont de l'expérience, on a des gens qui ont la maîtrise du pouvoir. Même si on veut mettre en place une coalition, essayons déjà de se dire, il y a 3 ou 4 personnes là qui ont de l'expérience, qui ont la maîtrise du pouvoir, qui ont en principe des bases électorales. Voyons d'abord avec ces personnes et puis le reste on pourra... Ok, Abel Libé-Lobert, le 19 août, qu'est-ce que ça représente pour l'élection présidentielle? C'est important. D'abord, je reviens au moment où on s'est arrêté pour continuer. Oui, rapidement. Oui, rapidement, pour continuer à dire... Le 19 août, qu'est-ce que ça représente? Je vais vous répondre. Oui. Pour dire à mon jeune frère que la vérité ne ment pas. Vous pouvez ne pas l'aimer, mais elle est telle. Ce n'est pas ce cabinet dont il parle qui nous apprend que, il y a des proliférations des candidatures et que cette prolifération des candidatures va avec la dispersion des voix. Vous me promettez que je reprendrai, Serge Alain. Il faut qu'on avance. Donc, ce qu'il nous dit... Il y a eu plusieurs candidatures en 92. J'arrive. Oui. Ce qu'il nous dit, c'est peut-être une nouvelle école de pensée qui vient jeter du trouble dans l'opinion, avec un concept dont je me demande quel est le bien fondé, la coalition du peuple. Ça ne veut rien dire du tout. La coalition, c'est on a eu ce cas en Côte d'Ivoire. Hein. Bon. Il y a tous les sondages donnés par des sondages donnés Laurent Gbagbo vainqueur. Ensuite, j'aime que quand des gens viennent nous dire il y a eu un sondage, qu'on nous le présente. Parce que sinon, c'est ma parole contre la tienne. Il ne nous présente rien du tout comme étude. Et même si nous avait présenté cette étude, la dispersion des voix ne date pas d'aujourd'hui. Et moi, je lui présente les chiffres de l'Elections Cameroun de 2013, lorsque ce cabinet dont il parle n'est pas au Cameroun. Oui. Et ces chiffres montrent parfaitement que le vote contestataire, premièrement, est un vote important. Dans de nombreuses circonstances, il est même majoritaire, mais nous ne gagnons pas parce que ce vote s'émiette entre plusieurs candidats. Quand j'ai fini de dire ça, je reviens donc à ce qui nous intéresse, qui est que nous avons cherché que les différents candidats travaillent ensemble et qu'au moment où il faut déposer les dossiers, qu'on ait déjà un candidat de large consensus. Nous n'y sommes pas parvenus, les gens ont estimé qu'il était bien que chacun... et nous sommes quand même arrivés à une situation où la demande du peuple du changement, pas le peuple qui vote le RDPC, celui qui vote contre le RDPC, est désormais clairement exprimé dans le pays pour avoir un consensus politique qui nous épargne de la dispersion de nos voix. Cette demande est arrivée à un point où les différents candidats étaient bien obligés, chacun en ce qui le concerne, de dire que oui, lui, il est d'accord pour la coalition, sauf qu'il tend la main aux autres et lui ne prend jamais la main des autres. Nous sommes passés d'une situation de prolifération d'aventures individuelles, c'est-à-dire de candidatures qui croient chacun pouvoir
enfin de candidats qui croient chacun pouvoir gagner les élections, à une prolifération de mains tendues et peut-être maintenant à une prolifération de coalitions. Pourquoi l'opposition Alors, doit désigner un candidat unique avant le 19 août? Depuis que la liste est sortie, c'était hier, non? Oui, bon, hier, 7 août. Voilà. Conformément à la loi, il y a 2 jours pour faire le contentieux, enfin, déposer des requêtes, c'est-à-dire jusqu'à demain. Et après ça, le 10, je crois, commence le délai pour lequel le Conseil constitutionnel doit vider le contentieux. Ce délai est de 10 jours. 10 jours. Donc, on va se retrouver à peu près le 20, le 19 ou le 20, et ce sera véritablement terminé, parce que les candidatures seront consolidées. Ces 12 jours qui nous restent sont, donc jusqu'au 19, d'où la date du 19, sont des jours que nous appelons les candidats à mettre à profit pour s'asseoir. C'est pour cela que le président Jean-Jacques Ekindi et le président Kwemo qui arrive à Douala samedi vont travailler ensemble. Le président Ekindi va faire une conférence de presse lundi le 13, je crois bien que lundi c'est le 13, où il va annoncer les modalités fonctionnelles de cette réunion qui se propose de permettre aux candidats de se voir sans condition a priori. Dans ce que M. Blaise appelle l'humilité. Nous voulons rassembler les 8 candidats, qu'ils se parlent, qu'ils nous donnent ce que j'ai déjà dit, un programme minimum, qu'ils s'entendent sur une figure qui peut porter ce programme, qu'ils se donnent un futur Premier ministre, qu'ils se partagent les responsabilités au sein d'un gouvernement futur d'union nationale, de transition. Si ce n'est pas fait le 19, qu'est-ce qui va se passer? Si ce n'est pas fait le 19, il se trouvera que commençons par si c'est fait. Oui. Si c'est fait le 19, les candidats qui auront désisté seront dans une fourchette de temps qui leur permet d'adresser à Elections Cameroun leur lettre de désistement et donc de retrouver leur caution. Si ce n'est pas fait après le 19 et que chacun reste candidat pour sa propre chapelle, eh bien, ils auront encore un nombre de jours incertain parce qu'après le 19, il faudra que Elections Cameroun les appelle pour donner le bon à tirer pour la production des bulletins de vote. Et vous savez que conformément à la loi, dès que les bulletins de vote sont imprimés, vous ne pouvez plus retirer légalement votre candidature. Même si vous allez sur les plateaux de télévision proclamer votre désistement, eh bien, Elections Cameroun va mettre vos bulletins de vote dans les bureaux de vote. Ce qui va participer à la confusion que nous ne voulons pas. C'est pour cela que nous allons mettre beaucoup d'efforts. Et je demande à tout le peuple du changement, tous ceux qui veulent que nous arrivions à cette union, cette unité d'action, cette union des cœurs, cette union de l'esprit, pour que nous ne fassions pas de cette élection un 16e échec, de s'exprimer, de prendre la parole, de s'adresser à nos candidats, pour que chacun soit gagné par la sagesse. Et je termine là-dessus en disant que la coalition ça fait 20 minutes qu'il parle. de monsieur... Pourquoi tu souffres? Ça fait 20 minutes que c'est pas toi qui donne la parole. Allez-y, rapidement. Tu n'es ni candidat, tu n'es pas un acteur politique. Tu commentes l'actualité que nous On termine avec tu commandes l'actualité tous les matins à la télé, personne ne se plaît. Allez-y avec Limbilo. Mais c'est pas possible. Comment il interrompt dans un élan où je suis en train de dire ce qui me vient. Oui, allez-y donc rapidement. 30 secondes. Je disais que la coalition de M. Kanto, ce serait une coalition pour lui. Avec peut-être le parti des fourmis, le parti des chats, le parti des oiseaux. Vous pouvez pas dire ça. Il aura rassemblé. Non, Abel Limbilo, la coalition que monsieur aussi se propose aussi de faire. C'est une coalition pour lui. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons que monsieur Mouna, monsieur aussi, monsieur Kanto, pense à nous, les électeurs, nous qui allons leur donner des voix. Et qu'ils se mettent ensemble pour que, premièrement, nous savons que chacun d'eux a quelque chose à nous donner. Voilà, merci. Le message est passé. Et qu'ils profitent de cette occasion qui va être lancée à partir de lundi par le président Ekindi et le président Kwemo pour nous donner la chance de leur faire
de les faire gagner. Ok, merci. Ensemble, pas un contre les autres. Voilà, rapidement, en 30 secondes, oui, la merci. question qui est posée aujourd'hui, c'est de savoir si on fait une coalition avec un candidat unique pour une victoire à démarrer, cela nécessite donc qu'on entre dans une transition. Elle durera peut-être 4 ans, où on choisit d'aller de manière dispersée, donnant l'opportunité au parti au pouvoir de régner encore 7 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Et il faut que les Camerounais, les militants sachent que il y a un sacrifice à faire pendant 3 ans, 4 ans. Oui. Mais si on n'accepte pas de le faire, il faudra attendre 7 ans. Ok. Voilà, c'est tout. Guy Fonga. Non, je voulais peut-être rappeler, ce n'est un secret pour personne, que Jean-Jacques Ekindji et le président Kwemo ne sont candidats à rien. Donc, je vais dire que je me questionne sur la légitimité qu'ils auront à mobiliser les acteurs politiques autour d'eux. Kwemo ne sont candidats à rien. Donc, je vais dire que je me questionne sur la légitimité qu'ils auront à mobiliser les acteurs politiques autour d'eux. Une fois que j'ai dit ça, je reviens au sujet essentiel. Pour rappeler à ce qu'il sait déjà au vice-président, au président Sambakar, qu'il n'y avait pas de candidature unique de l'opposition, et c'est les faits. Vous ne me démentirez pas, il n'y avait pas de candidature unique de l'opposition en 92. En face du candidat Paul Biya, il y avait bien Dame Joya, il y avait bien également Bello Bouba Maïgari, et même qu'avec ça, oui, les Évêques a réussi à battre le RDPC. Et à côté de ça, il faut quand même relever que dans le processus électoral, il y a eu des avancées qui ne sont pas négligeables. On a eu de la refonte de la liste du fichier électoral, on est passé aux urnes transparentes, il y a eu la biométrie, et donc c'est des avancées qui, à mon sens, sont à prendre en compte dans le dispositif actuel. Et à l'heure actuelle, je continue, et si on continue de laisser prospérer dans l'imagerie collective qu'il faut absolument qu'il y ait une opposition, qu'il y ait une coalition pour que Paul Biya soit vaincu, ça veut dire que si au soir du 19 août, il n'y a pas cette coalition-là, eh bien, les gens resteront chez eux parce qu'ils auront compris que les gens ont perdu l'avance. Et ce n'est pas de ça qu'il s'agit en ce moment. Et on vous a compris. Et il faut bien que les gens comprennent que c'est dans ce schéma qu'il faut qu'on aille. Le mot de la fin, le mot de la fin, je souhaite dire merci de m'avoir invité, merci à Equinox. Je voudrais dire à nos militants que là, on va en principe pas faire appel au recours au Conseil constitutionnel, mais la politique, en fait, c'est la base. Hein. Nous allons commencer, ces jeunes-là, ils vont, qui se lèvent dès demain, nous allons présenter beaucoup de ceux-là qui veulent être des conseillers municipaux demain, des députés et des maires. Nous rentrons en principe, l'élection présidentielle, elle est pour nous derrière, et ils vont attendre, vous allez attendre mon mot d'ordre, qui est-ce que nous allons soutenir pour cette élection. Merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion. Voilà, merci. Dans un instant, la vérité en face avec Duval Fangwa. Duval Fangwa, bonsoir. Voilà, merci. C'était dans Equinox Soir. Merci à vous, Elim Bilobé. Je voulais lire ce petit morceau de la Bible. Rapidement donc, rapidement donc. Ce soit M. Kamto, que ce soit aussi, tous sont des chrétiens, peut-être à l'exception de Gaga et Adamou Damjoya, mais ils s'inspirent tous des livres sacrés. La Bible nous enseigne dans Galates, chapitre 5 d'ailleurs, verset 26, pour tous les 8 candidats. Écoutez aussi la parole sacrée. Elle dit, ne cherchons pas à nous mettre en avant. Ne cherchons pas à nous mettre en avant. Entrant en rivalité les uns avec les autres. Nous enviant les uns avec les autres. N'entrez pas en rivalité. Ok. Le travail que nous vous demandons, c'est de vous souvenir que ça fait 26 ans que nous luttons. Et que nous ne gagnons pas. Donnez-nous la chance de vous faire gagner ensemble. Pour qu'ensemble, vous nous rendiez le service que nous voulons pour que cette transition ait lieu. Ok, merci. Venez vous asseoir, vous parlerez ensemble. Merci Jean-Blaise. Nous trouverons les moyens
de vous mettre d'accord. Ok, merci Abel Limbelo. Merci Jean-Baptiste Merci d'être beaucoup. venu. Merci Guy Fongan d'être venu. Oui, merci de m'avoir convié. Et peut-être Maman le faire une phrase pour dire que qui est ou pas cette coalition-là. Le président Samaka a dit que 2 des 8 candidats sont des candidats infiltrés. Il faut que le peuple en tienne compte et qu'il faut aller aux élections. Il faut se lever le matin, aller voter et faire un choix utile, merci. quoi qu'il arrive. Siri Sambaka, merci Oui, d'être venu. Oui, je pense que la coalition, elle peut se faire de plusieurs ordres. Le problème, c'est qu'il faut se mettre ensemble, il faut parler. Il faut parler. Ok. Madame, Monsieur, c'était Equinox Soir. Rediffusion 23h GMT. Il sera minuit à Malantoine.